Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum aux débuts et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Heureux papa de 5 enfants, Louis s'est confié sur le cheminement qui l'a mené à se sentir père. Lui qui ne s'était jamais vraiment posé la question de savoir s'il souhaitait l'être, est entré assez jeune dans le monde de la parentalité. Passé le choc de l'annonce de la première grossesse, il s'est vite laissé porter par la vie et par les surprises qu'elle apporte. Alliant philosophie, conseils précieux et humour, Louis se dévoile au travers de l'amour qu'il porte à ses enfants. Je vous souhaite autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à discuter avec lui. Bonjour Louis. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que je pourrais te demander de te présenter, de nous présenter ton entourage, ta famille en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, Louis, papa de 4 enfants, voire 5. Donc, je dis ça parce que avant hier, c'était l'anniversaire de ma fille adoptive. Donc, j'ai un premier enfant de 24 ans, indépendant, qui fait ses études de géographie à l'Uni. J'ai ma fille adoptive, donc c'est la fille de mon ex-femme, que j'ai accueillie quand elle avait 2 ans. Et quand on s'est séparés, elle en avait 15, donc j'ai vécu une longue période avec elle. Ouais. D'ailleurs, je lui ai acheté une petite bouteille de champagne pour ses 16 ans. Et puis, donc après, il y a Gabriel qui vient de faire aussi ses 12 ans. Un garçon formidable, un garçon extrêmement aimant. Il y a Swan qui va être un politicien redoutable. Ça, c'est certain. Et il y a la dernière Shay, donc une petite coquine. Ok, donc Joachim ou Joachim? Alors les miens, si tu veux, c'est Joachim, il y a Gabriel, il y a Swan, il y a Shay. Ok, et ta fille adoptive, son prénom, c'est Lali. Lali, d'accord. Donc voilà, c'est une belle famille. Alors ça concerne les enfants. Après, au niveau relationnel, donc les partenaires, j'ai eu Joaquin avec ma première femme, Stéphanie, on s'est séparés quand Joaquin il avait 3 ans. Malheureusement, c'était une séparation difficile et puis assez compliquée pendant tout le reste de la séparation. Après, il y a eu donc ma relation avec Satya, avec qui j'ai resté 13 ans. Et quand on s'est séparés dernièrement, on a gardé une super belle relation. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Les enfants, on voit qu'ils se sentent extrêmement en confiance du fait que on s'entend super bien et puis on se voit relativement souvent. Voilà. Est-ce que toi, t'as grandi entouré d'enfants? Parce que 4-5 enfants, est-ce que c'est quelque chose que tu imaginais quand t'étais plus jeune, avoir autant d'enfants? J'y pensais pas trop, quoi. C'est marrant, mais on m'a toujours vu en tant que père. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais que ce soit mes amis ou dans ma famille. C'était pas quelque chose qui m'obsédait ou qui avait une quelconque importance pour moi. Disons que voilà, je vivais ma vie et je me posais même pas la question si j'allais avoir des enfants ou non. Ce qui est quand même assez particulier, c'est que effectivement j'en ai beaucoup. Il y a mon frère qui en a plus, qui en a 6. Ah ouais. Ouais. Ce qui est assez particulier, je sais pas pourquoi. Et il y a ma sœur qui est de loin la plus sage de nous 3. qu'elle a resté à deux enfants. Oui, mais c'est génial, ça vous fait une grande famille avec des cousins cousines, c'est pour des enfants, c'est génial. C'est génial, oui, et puis en plus ils ont à peu près le même âge, donc. C'est top ça. Ouais, mais tu disais du coup que on te voyait père, ça veut dire que t'étais toujours entouré d'enfants et que t'aimais le contact des enfants? Non, pas vraiment. Non, quand j'étais jeune, j'étais entouré de gens de mon âge. J'ai toujours évolué avec des gens de mon âge, quoi. Je m'occupais pas, et puis j'avais pas un intérêt particulier vis-à-vis des enfants, quoi. Non. Et du coup, tu parlais de Joaquin que t'as eu, t'étais assez jeune, donc quand tu Oui, j'avais 23 ans, ouais. Ouais,
c'est vrai que c'est assez jeune. Ouais, bon, aujourd'hui, c'est assez jeune. Oui, aujourd'hui, c'est clair que... Ouais. Non, j'ai très jeune, alors c'était un après-vie. C'était un choc, parce que moi, je venais de quitter justement sa maman, à l'époque, et puis j'étais chez un copain. Je logeais chez un copain, puis on s'était vu par hasard, et c'est peut-être un mois plus tard qu'elle m'a téléphoné, justement, en me disant qu'il fallait qu'elle parle avec moi. Et puis moi, je lui ai dit, écoute, non. Et je dis, mais si t'as besoin de me dire quelque chose, dis-le-moi. Non, il faut que je te voie en personne. Et puis c'est là où j'ai compris qu'elle est enceinte. Et voilà, après c'était une longue histoire, c'était toute la démarche de savoir si on voulait être parent ou non, un processus dans lequel j'essayais de demander de l'aide parce que moi j'étais complètement confus, déjà j'étais super jeune, j'étais au milieu de mes études, je voulais savoir si j'étais... Je pense pas s'ils étaient prêts, parce que je pense qu'il y a personne qui est prêt à avoir un enfant. Et puis d'ailleurs, je trouve assez étonnant les gens qui peuvent prévoir et puis qui peuvent, ils peuvent mettre ça un peu dans le calendrier, le fait de faire des enfants. C'est pas du tout dans ma personnalité, donc je suis pas capable de réfléchir comme ça. Et puis bon, bref. Donc du coup, suite à toutes les démarches que j'ai faites, et puis malgré le fait que je sache que mon ex-compagne voulait garder l'enfant, j'ai ressenti cette envie de l'avoir. Et on a resté ensemble pendant 3 ans. Et puis bon, après 3 ans, ça fonctionnait pas. C'était pas une relation qui était viable. Et puis il y a eu la séparation. Et c'est cette envie d'avoir cet enfant qui vous a réunis, tu penses, à ce moment-là? Oui. Alors ça c'est certain. C'est moi c'est le fait du moment où j'allais père, je ne pouvais pas concevoir le fait de partir, parce que en quelque chose j'étais responsable de ce qui était en train d'arriver. On s'est pas protégé, et puis c'était important d'assumer cette responsabilité. Alors bon, après je ne sais pas, si j'aurais ressenti cette un détachement vis-à-vis de mon enfant, je sais pas exactement comment j'aurais ressenti, parce que c'est pas ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais je pense pas non plus que je voulais retourner avec sa mère, parce qu'il y avait pas vraiment d'amour, mais c'était surtout pour Joaquin qu'on l'a fait, dans l'espoir que ça fonctionne, bien entendu, dans l'espoir de faire un effort, d'essayer de réparer les pots cassés. Mais voilà, ça a tenu 3 ans, et puis après 3 ans. Après, il y a eu des autres incidents pendant cette période qui a fait qu'on est parti, quoi. Ouais. Et toi, tu t'es senti comment à ce moment-là, donc pendant tout le processus de la grossesse, arrivé à l'accouchement en tant que du coup papa, parce que tu avais tout ce travail d'accepter, et de te sentir en même temps déjà un peu père, vu que tu avais quand même déjà pris la responsabilité de rester, ce qui est énorme. Tout à fait, quoi. Alors après bon, c'est un peu personnel, parce que je suis quelqu'un qui vit beaucoup le jour au jour, quoi. Donc je pense pas que je pense pas que je faisais beaucoup de projections, quoi. Je l'ai vécu au quotidien, en voyant ma femme avec un ventre qui poussait jusqu'à des proportions inimaginables. Alors bien entendu, je pense que j'étais un peu obsédé par ça, et puis je trouvais ça très beau aussi. Et pendant ma période au Beaux-Arts, j'ai commencé à sculpter des femmes enceintes, à faire des projets avec des femmes enceintes. Donc c'est sûr que que ça me c'est pas du tout indifférent, quoi. La naissance, pour moi, c'est je garde ce moment comme un des moments les plus beaux de toute ma vie. C'était j'aurais jamais imaginé ressentir autant d'émotions pendant l'accouchement. Ce qui est assez particulier, c'est que je me souviens que pendant l'accouchement, moi je suis sculpteur, j'étais sculpteur à l'époque, donc j'étais tous les jours dans l'atelier en train de faire des sculptures de nu à une taille, en principe, que c'est à peu près la taille d'un bébé, quoi.
Et bon, c'est le subconscient qui, je pense, qui parle, qui faisait des projections, mais le fait est que quand le bébé est sorti, je m'attendais presque à une sculpture qui sorte, et puis du moment où je l'ai vu bouger, et puis pleurer, je me suis effondré, quoi. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment le miracle de la vie. C'était absolument merveilleux. Je pense que l'émotion que j'ai vécue lors de mon premier enfant n'était pas la même que lors du deuxième ou troisième, même si à chaque fois l'émotion est extrêmement forte. C'est un peu la découverte aussi, la surprise qui je précise que là, t'avais des étincelles dans les yeux, en disant c'est beau, c'est beau entendre. C'était magnifique, c'était magnifique, c'était magnifique. Ouais. Et donc voilà, ça c'était pour l'accouchement. Et puis après, c'est l'apprentissage d'accueillir une nouvelle personne. Et c'est un apprentissage des fois qui est difficile, qui est très difficile parce qu'il y a déjà l'inattendu, il y a déjà quelque chose, l'obligeance de se mouvoir dans quelque chose qui est complètement inconnu, d'essayer déjà, d'essayer de le comprendre, c'est qu'on n'a même pas le temps de le comprendre, il faut déjà agir avant de comprendre ce qui arrive. Oui, il y a une fatigue, il y a un bonheur, il y a, je pense que c'est un cocktail d'émotions qui est extrêmement fort, aussi, pas seulement vis-à-vis de l'enfant, mais vis-à-vis de la relation qu'on a avec son partenaire, parce que ça change, il y a énormément de choses qui changent. La relation qu'on a avec nous-mêmes, parce qu'on change énormément. Donc je pense que c'est un peu le saut à l'élastique. On se retrouve dans une situation où il faut en quelque sorte tout apprendre, en ayant en quelque sorte aucune aide, quoi. Aucune aide. On découvre en même temps qu'on agit, on découvre et puis des choses se font. C'est vrai que on peut dire que c'est ça qui te fait grandir au final. C'est que tu te dis, bah voilà, ça j'ai réussi à passer, j'ai réussi à le faire, alors que... Oui, et puis il faut se surpasser constamment. Il faut constamment se surpasser. Parce que on n'autorise pas à quiconque autre que ton enfant de faire autant de sacrifices qu'on en fait en ce moment. Et puis jamais j'aurais fait pour n'importe qui d'autre que pour mon enfant. Ce qui est très particulier, et c'est aussi là cette magie de la nature, c'est que quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as partagé aucun moment avec lui, qui a 2-3 jours, t'es déjà prêt à faire beaucoup plus de sacrifices que tu ferais pour n'importe qui d'autre. Et c'est magique, c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est quelque chose que je n'aime pas dire, hein, parce que aussi les gens qui n'ont pas d'enfants, souvent on le fait le commentaire oui mais tu peux pas comprendre. Et je trouve que c'est un commentaire qui peut être blessant, tu vois. Ok, d'accord, ok, tu me laisses complètement à côté, mais en réalité, c'est un fait, quoi. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que on se retrouve à agir d'une manière qui est complètement différente de ce qu'on pensait. Je pense que t'as plutôt bien résumé effectivement la vie de parent, en fait, du début, Et toi, après ces années que t'as passées entre Joachim et puis l'arrivée, la rencontre avec Satya et du coup Lali, et puis après l'arrivée de Gabriel, c'est comment ça se passait pour toi après la séparation? T'avais quand même du temps avec alors c'était avec Joachim, c'était particulier parce que Joachim, donc moi je voulais une garde partagée, il y a tout un procès qui a été fait à ce niveau-là, et bien bon, finalement j'ai malheureusement pas pu obtenir cette garde partagée déjà du fait qu'il est impossible d'obtenir une garde partagée s'il n'y a pas un accord des deux parties. Mais bon, bref, j'étais mal représenté vis-à-vis de mon avocat. Après ce qui a fait que on m'a quand même octroyé une visite parentale élargie. Moi, je l'avais
vendredi jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi, je m'en souviens pas, un week-end sur 2. Alors, ça c'est élargi? Oui, ça c'est élargi. C'est pas l'accord de base, un week-end sur 2 non, mais week-end sur 2, c'est de samedi dimanche. Ah d'accord. Et moi je l'avais depuis vendredi jusqu'à, je m'en souviens pas si c'était dimanche ou lundi, quoi, mais je pense que c'était lundi, je l'amenais à l'école et puis. Alors comment ça se passait? Ben on s'adapte à tout. Hein. Finalement, ça devenait mon quotidien, mais j'ai quand même des regrets. J'avais quand même des regrets parce que c'est important de les avoir beaucoup plus souvent. C'est au niveau du relationnel avec eux. Et puis je me suis rendu compte avec le temps, malgré le fait qu'on avait une très belle relation, Joaquin et moi, que pour lui, il était évident que son chez-soi, c'était chez sa mère, que la principale connexion, c'était avec sa mère, et que j'étais là un peu comme support. Puis oui, c'est un peu dommage parce qu'il y a, je pense, une certaine complicité alors peut-être c'est moi qui ai pas su l'avoir, hein, mais et puis qui veut la cantonner au fait de le voir moins souvent. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça qu'avec mes enfants actuels que j'ai eu avec Satya, dès le départ, j'ai demandé d'avoir une garde partagée parce que je voulais surtout pas qu'il y ait une sorte de séparation. Et donc la séparation, ça s'est extrêmement bien passé, avec beaucoup de complicité avec mon ex-femme, avec un accord, avec une écoute surtout. Et du coup, c'est très différent. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est très important dans ce concept de lien. C'est aussi le fait que des fois, les choses peuvent paraître contraignantes au début. Bon, effectivement, pour moi, c'était très compliqué en tant que parent célibataire de m'occuper de 3 enfants. En ayant un travail qui me demande énormément, beaucoup de responsabilités, etc., d'avoir une semaine sur 2 des enfants et devoir m'occuper à plein temps de tout, hein, que ça soit des enfants, que ça soit de la nourriture, que ça soit du repassage, que ça soit du nettoyage, que ça soit, etc. Mais au début c'est difficile, mais du moment où on y tient, on finit par trouver des solutions qui font que on s'organise de manière à pouvoir le faire. Alors je veux pas dire que c'est pas fatigant parce que je suis complètement exténué après ma semaine avec les enfants, exténué. Je suis sur les rotules, mais je les apprécie à mourir. Et puis j'arrive même pas à passer ma semaine en tant que père célibataire en quelque sorte, à vivre ma deuxième vie que je suis déjà en train de les attendre, en sachant que quand ils vont arriver, ils vont me sucer tout ce que j'ai, quoi, et puis, puis je vais finir sur les rotules. Mais disons que c'est ça, c'est que même si des fois ça peut paraître difficile ou éprouvant, il faut tenir bon parce qu'il y a des choses qui se passent. Dans cette même ordre, je m'en souviens, je dis, mais qu'est-ce que je vais me faire chier à me faire des promenades avec des enfants dans le parc, alors que j'aimais pas du tout me promener dans le parc. Mais le fait de faire des promenades dans le parc et puis de continuer d'être persévérant, finalement on apprécie vraiment et puis on découvre des nouvelles envies qu'on croyait qu'on pouvait pas les avoir et voilà quoi, elles y sont là, on en prend goût et puis hein. Là, je pensais que tu avais encore des étoiles dans les yeux quand tu as parlé de ta semaine où tu finissais sur les rotules, mais c'est beau à entendre en tout cas. Ouais. Et du coup, comment est-ce que après t'es passé j'aime pas ce mot statut, mais de père célibataire avec Joaquin à rencontrer donc du coup ton ex-femme et puis cette rencontre avec cette fille, Lali, comment ça s'est fait pour toi? Naturellement.
Je pense pas que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Bon, c'est pas tout à fait vrai, hein, ça dépend des sujets, quoi. Mais disons que je me laisse beaucoup aller. Je me laisse beaucoup aller. Et puis quand je sens qu'il y a quelque chose de fort ou que ça me touche, je dis d'accord joie. Puis d'ailleurs avec Satya, je veux dire, on s'est mis ensemble. Et puis je pense que déjà 3 mois après, on se protégeait plus. Et elle est tout de suite tombée enceinte. Avec la petite, ça se passait super bien. Parce qu'elle avait quel âge à ce moment-là? 2 ans. Ok. 2 ans quand je me suis mis avec elle. Et puis bon, je la connaissais d'avant. Et on s'était perdu de vue pendant une bonne période quand on s'était retrouvés par hasard. Et puis j'ai découvert qu'elle avait une fille, etc. Et puis ça fonctionnait pas avec son mari. Et puis du coup, voilà, on a commencé gentiment à se voir. Elle s'est séparée. On a commencé notre relation ensemble. Mais ça s'est super bien passé. Alors après, bien évidemment, c'était très compliqué du moment où elle est tombée enceinte, parce que je pense que elle surtout, elle a réalisé comme quoi elle était en train de s'engager dans quelque chose de sérieux. Et puis du coup, il y a eu des réactions assez dur, hein, et puis une fois de plus, on a commencé à penser, bon, elle a commencé à penser au fait de le garder ou pas le garder. Moi, je pense que autant avec mon premier enfant, c'était un questionnement que je m'étais posé, autant avec Satya, pour moi, c'était clair, je veux dire, j'étais clair dans ma tête, ok, j'allais passer ma vie avec elle, quelque chose. Et puis du moment où j'avais pris la décision de pas le protéger, cet enfant, j'allais le garder, quoi qu'il en vienne. Donc elle, non, par contre, je pense qu'elle a vraiment réalisé, du moment où elle est tombée enceinte, sur quoi elle s'engageait. Et puis, il y a une grosse peur qui est arrivée. Et un bon jour, il y a tout qui est parti. Elle a pris la décision comme quoi elle allait s'engager dans cette vie de couple. Et il y a eu un changement qui était radical. Donc on a accueilli avec beaucoup d'amour Gabriel. Et donc suite à ça, on a eu Swan et la dernière Shay. Alors par contre Shay, c'était, je veux pas vraiment le dire comme ça parce que ça peut paraître un tout petit peu dur, mais il y a un certain équilibre qui s'est cassé avec l'arrivée de Shay. Avec moins d'une année d'écart, avec une année d'écart avec Gabriel, avec Swan. Et ce qui fait que ça a généré un effort de notre part qui était tellement important, malgré le fait qu'on ait déjà 4 enfants à la maison, en comptant Joachim et puis en comptant Lali. C'est vrai que l'écart d'âge était très fin quand même. C'est un écart très fin, c'était extrêmement dur et je pense que on commençait à être dépassé, quoi, à ne plus avoir de vie, quoi. Je veux dire, ne plus se faire de restaurant, ne plus avoir une vie d'amant, de couple, c'était une vie de parents à 200%. Un peu automatisé avec tout ça. Un peu automatisé, donc c'était tout pour les enfants, etc. Et puis ça, je pense que ça crée un déséquilibre. Et puis oui, là ça c'était compliqué parce que jusqu'à l'arrivée de Shay, je pense que au niveau organisationnel, on arrivait à avoir, alors beaucoup moins de temps qu'avant, bien entendu pour nous, on arrivait quand même à avoir un certain équilibre. Et jusque-là, vous aviez réussi à vous adapter en fait à la personnalité de chacun des enfants, à réussir à trouver, voilà, parce que tu parlais d'équilibre et tout, c'est vrai que c'est pas forcément évident avec un enfant un peu plus grand, avec oui, alors c'est du boulot, hein, comme pour tout, quoi. C'est du boulot. Alors ils sont tous complètement différents, quoi. Je pense qu'ils arrivent déjà avec leur personnalité, parce qu'avec les mêmes parents, le même entourage, leurs réactions et leurs envies, leurs besoins, ils sont complètement différents. Non, il faut s'adapter, on a une relation qui est différente avec chaque enfant. L'amour est constant, il y a pas une, alors, je veux pas dire qu'il y a pas une
une préférence dans le sens où effectivement des fois on passe des meilleurs moments avec un enfant qu'avec un autre, mais c'est pas pour autant qu'on les aime plus, on les aime moins, quoi. Des fois il y en a certains qui se rapprochent, on a des périodes qu'on est plus complices, après moins complices, on s'éloigne, on se rapproche, mais après c'est vraiment coup par coup, et puis c'est pas seulement coup par coup, mais c'est coup par coup dans une période donnée, quoi. Donc mais non, il y a pas il y a des difficultés comme on retrouve avec tous les parents, c'est qu'à des moments donnés il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et puis il faut faire en sorte que ça fonctionne. On n'a pas un manuel, donc on essaye. Des fois on essaie d'être très strict, on voit que ça donne aucun résultat, on essaye de faire tout à travers le dialogue, on voit qu'il y a aucun résultat, on essaye jusqu'à que ça marche. Parce qu'il faut que ça marche à un moment donné. Oui. On peut pas laisser aller. Et des fois, c'est compliqué. Des fois, les décisions qu'on prend, elles peuvent être incomprises par l'enfant, ou elles peuvent penser que c'est une sorte de punition. Alors c'est pour ça que en tout cas dans la relation qu'on a avec nos enfants, il y a énormément de discussions, et puis on essaie d'expliquer aussi pourquoi on le fait. On essaie de dire voilà, moi si je fais ça, c'est parce que je sais que par exemple un problème typique qu'on peut trouver avec des enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Alors on est épuisé, on les met au lit, alors c'est le bisou, c'est le verre d'eau, après il faut faire pipi, non, après c'est faire caca, après c'est encore un câlin, après c'est le bisou, et puis on peut passer, si on se laisse aller, on peut passer 2-3 heures avant qu'ils aillent au lit. Et à un moment donné, je pense qu'il faut leur expliquer tout simplement. J'ai vécu une expérience qui m'a énormément marqué, parce que Joachim, quand Joachim il a eu des soucis au niveau relationnel quand il était petit, il a dû y aller dans une école spécialisée. Et puis dans cette école spécialisée, qui est une école absolument fabuleuse, que j'en retiens des magnifiques souvenirs, on était suivi par un thérapeute, autant lui, et puis de temps en temps il faisait le point avec nous. Et je m'en souviens, c'est peut-être pas par hasard que je parle de cette problématique de sommeil, parce que j'avais parlé au thérapeute que c'était extrêmement compliqué de coucher Joachim, que ça pouvait prendre du temps énorme. Et il m'avait dit, mais qu'est-ce qui se passe quand tu demandes à ton enfant d'aller se coucher? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu demandes d'aller le coucher parce que c'est toi qui tu le dis, et puis c'est l'heure d'aller coucher, et puis tu sais même pas pourquoi c'est l'heure d'aller coucher, mais comme c'est toi le père, c'est toi le boss, et puis il faut qu'il fasse ce que toi tu dis, ou tu réfléchis pourquoi tu es en train de lui demander d'aller se coucher. Et ça me paraissait un peu étrange la question, mais effectivement, j'étais plutôt dans la positionnement de force où maintenant c'est l'heure d'aller se coucher, tu te couches. Et il m'a dit, la prochaine fois que tu demandes d'aller se coucher, avant de lui demander d'aller se coucher, tu vas réfléchir pourquoi tu es en train de lui demander ça. Tu vas faire tout le parcours de réflexion comme quoi c'est bien pour toi, c'est important pour toi, parce que si tu dors pas maintenant, tout le lendemain tu vas te fatiguer, tu vas pas être bien, c'est pour toi que je suis en train de le demander, c'est parce que c'est cette connaissance en plus qui vient avec l'expérience, etc., etc. Et c'était une période longue où j'avais ces problèmes de le mettre en lit. Et c'était absolument miraculeux. Parce que le jour même que j'ai eu la conversation avec le thérapeute, avant de demander à Joachim d'aller se coucher, je me suis pris 10 minutes dans lesquelles j'ai vraiment réfléchi pourquoi j'allais lui demander d'aller se coucher. Et j'ai dit à mon fils d'aller se coucher. Il a été se coucher. Et depuis ce moment-là, j'ai plus jamais eu de problème. Ah ouais. Jamais eu de problème avec le sommeil. Tu lui as expliqué ou c'est toi qui as fait la démarche de ton côté? À moi. Donc t'étais convaincu en fait. Parce que les enfants, c'est des éponges, ils savent tout, ils comprennent tout. On n'a pas besoin de parler quand on sait que quand on a une belle intention et puis qu'on est convaincu de ce qu'on fait, l'enfant il le ressent. Ça c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais il faut qu'on le comprenne aussi. Il faut qu'on le comprenne, mais en tout cas, bon déjà ce thérapeute, c'était une personne magnifique que j'ai eu énormément de plaisir à rencontrer et puis à discuter avec lui, mais c'était
j'étais vraiment face à un miracle parce que c'était pas possible qu'avec tout l'historique des 40 fois que je devais aller dans sa chambre pour lui répéter qu'il fallait que je couche et puis maintenant ça suffit et puis tu peux aller faire caca avant, t'as pas besoin de faire caca quand je te, etc., que du moment où je fais ce processus de réflexion et puis je sais pourquoi je suis en train de lui demander. C'était pas un hasard. C'était pas un hasard. Ah, ça, c'est évident. Ouais. Parce qu'à la limite, ça, je pouvais avoir la chance, l'immense chance que ce jour-là, il décide qu'il est se coucher, mais pas le lendemain, le surlendemain. Et puis, le problème a été réglé à ce moment-là, quoi. Ouais. Pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Ouais, je pense, j'en ai parlé autour de moi, hein, avec des parents, parce que on dit souvent la pensée juste, le geste juste, l'acte juste. Ouais, mais ça reste etc. souvent des paroles, en fait. Ça Au reste final, on des comprend paroles. pas tant qu'on l'a pas vécu, forcément. Mais là, je l'ai vécu. Ouais. Là, c'est de l'expérience. C'est vraiment peut-être que je l'ai vécu une seule fois. Et c'est là, peut-être aussi, où tu vois que ce qui marche avec un enfant marche pas forcément avec les autres, j'imagine. Que c'est pas tout ce qui non, alors jamais. Mais par contre, une ouais. chose qui marche toujours, et puis j'en suis convaincu, c'est quand on est sincère avec soi-même. Mm-hmm. Et puis quand cette sincérité, quand on dit les choses avec sincérité, quand on comprend ce qu'on dit, parce que souvent les choses qu'on dit, on le fait par mimétisme, parce qu'il y a des normes, parce qu'il y a patati, patata, et puis quand on sait pourquoi on le demande, et puis on est sincèrement et profondément convaincu, l'enfant, il a pas besoin davantage. Parce qu'ils sentent les choses, c'est des éponges. Ils sentent des choses que nous, on s'est complètement coupé. Je veux dire, ça c'est aussi la magie des enfants, c'est ce fait qu'ils sont dans le moment présent, qu'ils sont constamment là, que le monde pourrait finir à n'importe quel moment, et puis ils sont en train de le vivre pleinement. Je veux dire, nous en tant qu'adultes, je veux dire, moi je le vois dans ma vie, c'est qu'on est en train d'être pressé pour arriver du point A au point B. Quand on est au point B, on est en train de se presser pour être au point C. Quand on est au point C, on est pressé pour être au point D. Puis quand on est point D, puis finalement on se dit, je peux profiter de ma soirée, on est fatigué, puis là on dort. Et puis les enfants, c'est complètement différent. Il n'y a pas de point A, de point B. Tout se passe au moment même où ils sont en train de vivre. Et puis ça, c'est un des plus beaux enseignements que l'enfant peut nous donner. Les moments où j'amène des enfants à l'école, où je suis pressé à l'amener à l'école pour aller partir travailler parce que sinon je vais arriver en retard, et puis je vois que mon petit, il est en train de sauter entre les lignes parce qu'il doit pas marcher entre les lignes, parce que tout est là, tout est là. Il s'en fout de ce qui va venir après. Toute sa vie, toute l'importance, tout ce qu'il est, il se passe dans le moment même. Et puis quand il arrive à l'école, il est dans ce moment même, et partout. Je veux dire, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Le temps est incompris pour les enfants parce qu'il n'y a pas d'intérêt à se projeter, quoi. Quand on peut tout avoir au moment même où on vit, dans l'instant qu'on vit. Ça, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Moi, je suis fasciné par les enfants. Ça, c'est quelque chose dont on devrait plus s'inspirer. Complètement. Dans notre vie de Mais tous on les est jours. formaté, on est formaté de plus on grandit, plus on est formaté, plus l'impossible devient tangible parce que il y a pas d'impossible pour un enfant, quoi. Il y a pas, non, il y a le rêve, il y a tout qui est possible à l'instant même où ils sont en train de vivre. Et ouais. Ouais, du coup, c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que ça t'a changé toi en tant qu'homme, en tant que père, mais aussi, j'imagine, dans ta vision de tout ce qui gravite autour de toi, ça a été impacté, en fait. Oui, tout ce que t'apprends et que sûr. t'apprends encore, hein, c'est pas... mais complètement. Mais c'est pas figé. moi, je suis complètement fasciné par mes enfants, complètement fasciné par l'illusion qu'ils peuvent avoir pour des choses d'une simplicité, pour une boîte de pansements hier, il fallait absolument qu'ils dorment avec la boîte de pansements qu'on a fini, et puis je trouve ça fabuleux. Et puis nous, on a besoin de sensations fortes, on est tout simplement avec les traumatismes, avec l'âge, avec plein de facteurs externes, on s'anesthésie. On s'anesthésie. Et puis pour avoir du plaisir, il nous faut aller de plus en plus loin, dans des situations de plus en plus extrêmes,
quand tout simplement le fait d'être là, ça devrait être largement suffisant, quoi. En tout cas, c'est la nourriture des enfants, quoi. Ouais. C'est tout simplement le fait d'être là, quoi. Bah, on sent que tes enfants, ils te transmettent énormément. Ça se ressent. Oui, ça, Toi, est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, que t'aimerais, quelque chose depuis le début, du premier jusqu'à maintenant, que t'as vraiment toujours voulu leur transmettre, à part, bien sûr, le fait d'être toi-même, et j'imagine de leur apprendre aussi à être eux-mêmes, d'être sincères avec eux-mêmes, mais d'autres choses en particulier? Oui, bien sûr. Je pense que oui, c'est tout simplement l'amour, le fait d'être aimant, le fait oui, pour moi, c'est le principe même de pourquoi on est là. Hein. Et puis la raison de notre existence, c'est notre capacité à aimer, tout simplement. Donc dans le respect des autres. Ouais, je pense que pour moi, c'est le plus important. Alors bon, c'est des discussions qui viennent après un petit moment, quoi. Il faut leur laisser grandir un peu. Et puis après, oui, on en parle, on a des discussions sur tout simplement, voilà, le fait qu'il faut cultiver ce respect vis-à-vis de l'autre, d'essayer de donner de l'amour autant qu'on peut, hein, puis d'être peut-être moins dans une attitude qui est réactive. Ouais, je pense que c'est son enseignement que ça pourrait leur être utile. Hein. Sinon le reste, de tenir bien une fourchette, je pense que c'est déjà un peu moins. Ouais, ça s'apprend. Hein. Et puis, je me demandais par rapport aussi au fait que toi, t'es d'origine espagnole. Ouais. Et ton ex-femme, Satia, elle est... Française-américaine. Américaine, d'accord. Et du coup, à la maison, avec les enfants, ça se passait comment aussi? Bon, au niveau du langage. Des langues, de la culture. Alors, des langues. Comment est-ce que tu transmets aussi un peu ta culture? Oui, ma culture par qui je suis, hein. La langue, c'est vrai que malheureusement, je parle de moins en moins espagnol avec eux. Donc tu parlais en fait. Oui, je parlais. Alors avec mon premier enfant, il parle parfaitement l'espagnol. Avec Joachim. Après, le souci, c'est que Gabriel, il a eu des gros soucis au niveau de la lecture et de la parole. Hein. Il est dyslexique et puis dysphasique. Donc ça fait que... Dysphasique, qu'est-ce que c'est? Alors, dysphasique, il a un problème avec le langage, mais également avec le temps. Avec se situer dans le temps. Et ce qui fait qu'il a appris très tard à parler, donc l'apprentissage au niveau de la lecture, etc. Ça a été fortement impacté. Et j'ai peut-être fait l'erreur de parler en français parce que pour pas ajouter une difficulté supplémentaire. Et puis j'ai vraiment commencé à parler français. Alors malheureusement, Gabriel, il ne comprend pas l'espagnol. Et le problème, c'est que comme je parle en français à Gabriel, et puis maintenant c'est un peu la langue commune, on prend l'habitude, et puis quand on s'adresse à notre enfant, on continue à parler dans le même langage qu'on est en train de parler. Alors à chaque fois je me dis merde, il faut que je fasse attention, et puis je repars avec l'espagnol, et puis pendant un certain temps, quand j'y pense, je parle en espagnol, et puis après, maintenant, je commence à traduire directement en français parce que je ne comprends rien. Et puis plus ça avance, et puis plus cet espagnol, il part en retraite, ce qui est extrêmement dommage. C'est pas volontaire, mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué quand on est dans un environnement tel que il est actuellement, c'est compliqué de réfléchir. C'est pas une habitude qu'on prend depuis le début, c'est très très compliqué d'y revenir parce qu'il y a des réflexes qui viennent. Et après, il parle aussi parfaitement anglais parce que chez sa mère, il parle en anglais. Que moi, des fois, il y a ma petite de 3 ans qui me sort une phrase en anglais avec un accent british que je suis là. La classe. Ok. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. 3 ans en plus, jongler ils sont entre le parfaitement français. bilingues, ça c'est clair. Quoi. Ouais, c'est chouette. C'est dommage parce qu'ils auraient pu être trilingues, mais voilà quoi, c'est compliqué. Et peut-être qu'ils comprennent, enfin sans forcément le parler. Il y a certains mots qu'ils comprennent parfaitement quoi, parce que c'est des mots que je peux pas les sortir autrement qu'en espagnol. Mais
quand je dis des phrases, il me demande souvent oui, c'est quoi, machin. Ah, mais c'est comme ça qu'on apprend, je trouve. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à ton ancien toi d'il y a quelques années? Si tu retournais en arrière, est-ce que tu aurais quelque chose à dire ou par rapport à tout ce que tu as vécu? Oui, de m'impliquer davantage avec les enfants, quoi. Parce que je pense que je me suis beaucoup plus impliqué avec mes enfants aujourd'hui que je l'étais avec Joaquin. Et je pense aussi que c'est aussi grâce à Joaquin que je me suis plus impliqué avec eux, dans le sens que j'ai senti justement qu'il y avait peut-être une certaine manque de complicité, et puis du coup je voulais vraiment être un pilier pour eux, quoi. Et puis je voulais surtout être extrêmement présent avec eux. Et oui, je pense que c'est ça que je me dirais, des fois, même si c'est une question de facilité, de les avoir moins souvent, parce que bien entendu ça demande une implication qui est immense. Les bénéfices qui en résultent de ce sacrifice sont beaucoup plus importants que le sacrifice lui-même. Mais c'est beau. Mais c'est important, oui, de l'entendre aussi, parce que c'est vrai que quand on est dedans, c'est pas forcément évident. Ouais, mais je pense que c'est comme tout apprentissage dans la vie. Je veux dire, à un moment donné, les résultats, on peut pas les avoir tout de suite. Et puis, à un moment donné, au début, c'est comme quand on apprend à danser. Au début, c'est chiant, quoi, parce qu'il faut s'apprendre les pas, et puis c'est pas naturel, et puis il faut 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et c'est emmerdant, c'est comme on parlait du piano, c'est comme apprendre le solfège, c'est emmerdant, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, on vit dans un système où le plaisir est immédiat. Donc, si on n'a pas un résultat qui est immédiat, on lâche. Et avec les enfants, avec la relation qu'on a vis-à-vis de l'autre, pas seulement des enfants, et puis avec l'apprentissage, et puis l'expérience, et puis toutes les choses qui sont probablement importantes dans cette vie, il faut toujours au début faire preuve de patience et faire un sacrifice jusqu'à que le bénéfice il commence à t'arriver. Et puis quand le bénéfice arrive, on est extrêmement déjà super content parce qu'on a la patience et puis la force de volonté de le faire. Mais c'est que en plus, dans ce type de démarche, le bénéfice fait partie d'une expérience personnelle, de quelque chose qui est beaucoup plus profond que le fait de gratter un tribolo et puis de gagner 10 balles, quoi. Je veux dire, ça nous nourrit, ça nous grandit, quoi. Donc, oui. C'est là où tu commences aussi après avec ton enfant à rentrer dans une nouvelle phase, dans une relation qui prend une nouvelle tournure. Ah, complètement. En fait. Mais il y a tout qui change. Il y a des choses inattendues qui arrivent. C'est ça. C'est que quand on fait l'effort d'aller dans une direction dont on connaît pas la résultante, je veux dire, tout ce qui nous arrive après, ça fait partie de l'ordre de la surprise, c'est extrêmement beau, quoi, parce qu'on apprend quelque chose dont on connaissait même pas l'existence, et puis on savait même pas que cela pouvait arriver, ou qu'on pouvait se sentir d'une telle façon face à une situation. Donc oui, je pense que effectivement si je devais me conseiller et puis Louise d'aujourd'hui aussi, quoi, c'est des fois de faire l'effort d'investir dans une relation ou dans n'importe quel projet, même si au début c'est difficile, parce que les résultats sont magnifiques, quoi. Je pense que tu le vois aussi aujourd'hui, quand même, malgré tout, dans ta relation avec Joaquin, qui est plus grand. Enfin, vous devez avoir une relation vraiment différente maintenant qu'il est plus grand aussi. Ouais. Partager des choses. Oui. Alors, oui. Alors, c'est marrant parce que, à un moment donné, on s'était beaucoup éloignés, hein, Joaquin et moi. On a l'adolescence. L'adolescence, on a eu quand même quelques clashs. Et puis surtout que moi, j'étais beaucoup en souci, parce que, il faisait rien, tout l'emmerdait, c'était incapable d'avoir une conversation avec lui, c'était oui, non, d'accord, et puis papa, oui, non, ok, voilà.
Et puis quand j'arrive à avoir une conversation avec lui, c'était du appris par cœur, les réponses. Donc on sentait qu'il n'y avait aucune émotion derrière, qu'il n'y avait aucune expérience, aucun vécu. C'était genre comme disait un livre, c'était vraiment très compliqué, quoi. Et puis oui, à un moment donné, je me faisais des soucis parce que je me dis bon, il est en échec scolaire, il est pas du tout communicatif, il refuse d'avoir une relation avec moi, et j'ai vraiment tout essayé pour lui mettre en phase avec déjà son avenir professionnel parce que pour moi c'était très important, bien évidemment. Et voilà, c'est arrivé. C'est arrivé par ses propres moyens. C'était surtout pas grâce à moi, mais par ses propres moyens. Un jour, je ne sais pas pourquoi, il a décidé ou il a trouvé un intérêt par je ne sais pas quoi. Et il a repris ses études. Il a commencé à bosser pour se faire de l'argent de poche. Et aujourd'hui, moi, c'est vrai que je suis extrêmement fier quand je le vois. Je suis extrêmement fier quand je parle avec lui parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant avec un très grand esprit. Et puis oui, il a une situation amoureuse qui est superbe, une situation, il travaille très régulièrement pour ça. Il est très responsable. Là, il va partir probablement au Japon pour continuer ses études à l'université. Ah il ouais. a des projets. Oui, c'est absolument génial, quoi. Parce que là, il étudie quoi? Il fait quoi? Géographie à l'université. Ouais. Et tu vois, tu dis que c'était pas du tout grâce à toi, mais ça se trouve c'est aussi le fait qu'il savait que t'étais là. Donc du coup, il a eu quand même le loisir. Alors, peut-être. Franchement, ça m'apporte peu. Mais il a trouvé sa flamme, c'est ça. Oui, ça m'apporte peu. Le fait, c'est qu'il a trouvé, c'est ça qui m'importe. Et puis, écoute, moi, je pense que je m'étais pas très bien pris. Pourtant, Dieu sait, hein, s'il essayait des trucs. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est une expérience et un voyage qui est personnel. Et des fois, on a beau essayer d'intervenir, c'est quelque chose de personnel. Mais c'est qu'il devait le trouver par lui-même. Exactement. C'est passé, c'est ça qui est beau. Exactement. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une fierté pour toi, ça se sent. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est clair. Ouais. Écoute, Louis, merci pour ton témoignage. Ah, de rien. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment très touchant. Il y a eu beaucoup de moments très très touchants et je vous souhaite tout de bon à tous. C'est bien parti. C'est vraiment une belle famille et il y a de belles choses qui arrivent. Ouais. Merci. Merci. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et à très vite sur Parenthood pour le prochain épisode.